toutes et à tous. Merci donc de préférer la lucarne joyeuse de la télévision nationale et bienvenue dans votre émission Zénith Sud Koloma qui coïncide avec beaucoup d'éléments et beaucoup d'événements, notamment la célébration de la journée internationale, bien sûr, des violences à l'égard de la femme. Pour en parler, j'ai donc deux demoiselles, Madame Dilavodi Sarah, superviseur, point focal du projet Redir VBG, violence basée sur le genre, et Madame ou Mademoiselle Condé Makale, point focal. Nous allons donc parler de cette journée, malgré les activistes, malgré les ONG, malgré en tout cas des politiques nationales, le fléau continue à bien sûr à ce qu'on appelle fatiguer les femmes. Et puis, je roule pour plus de filles à l'école était donc le thème de la caravane relief de la francophonie du 10 au 14 novembre 2025, suivi de plusieurs autres activités au bénéfice de l'éducation guinéenne. Pour en tout cas en parler, nous recevons pour vous M. Ba Abdul Gadiri. Il est le DG par intérim de la formation continue du personnel enseignant. D'autres éléments viendront donc agrémenter bien sûr la sphère éducative de notre pays. Installer une usine de transformation de l'arachide dans la commune urbaine de Zérékoré pour un coût global de 5 milliards 465 millions 160 000, c'est le cheval de bataille de l'ONG Laïta basé dans la région de Zérékoré. Mais qu'est-ce qui freine ce projet ambitieux? C'est tout à l'heure avec les spécialistes dans cette émission. Et puis Mademoiselle Diassi Aminata, originaire de Sansalé, dans la localité en partance bien sûr pour la Guinée-Bissau, c'est à Boké, va donc animer cette émission pour nous. Elle est artiste mais également élève en classe de terminale dans une école de la place. Avec elle, nous allons donc tout de suite bien sûr vous faire déguster de la très bonne musique. Une fois encore, Monsieur Eba, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Ismaël. Permettez-moi de saluer mon grand-père qui me regarde en direct. Ah bon? Votre grand-père, il vit encore? Oui, mon grand-père Elaz Bashir Ba de Salambande. Il vit encore, votre grand-père? Ah oui, il vit et puis longue vie à lui. Il se porte très très bien. Il me regarde en direct du village. Et voilà, nous on a le courant, hein, oui. grâce au président Mamadi Doumbouya. Ça ne fait pas partie de l'émission, ça fait pas partie de l'émission. Mais est-ce que votre papa, lui, il vit, votre père biologique? Non, malheureusement, mon papa ne vit pas. Oui, le grand-père. Oui. Vous savez ce qu'il fait? Il est en train de bouffer ses enfants, se maintenir en vie. Ça, c'est vous qui le dites, vous, Kamara. Mais en tout cas, grand-père, il faut nous rendre notre papa. Monsieur Sonomou Nestor, oui. Le combattant de tous les temps de Zali, oui. Je précise que vous êtes aide-ingénieur, géotechnicien, oui. Représentant régional des transformateurs et président de l'ONG Aïta dans cette émission. Vous êtes accompagné par monsieur Zegbelemou Cessé Michel, oui. Point focal du projet d'implantation effectivement de la dite usine à Zérékoré, qui va donc nous rejoindre dans la deuxième partie. Mais déjà, il ne nous reste seulement qu'à vous dire merci parce que vous êtes venu directement des Zérékoré pour le plateau de l'émission Zénith Sud Koloma. Merci beaucoup. Pour vous dire une fois encore que vraiment c'est très sérieux ce qui vous amène. Oui. Ah, oui. Mademoiselle Makale, de l'autre côté, comment ça va? Je vais faire bien. Vous allez bien? Oui, ça va. Sauf qu'il y a eu, on a été secoué en off là. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de causeries. Bien sûr que... Mademoiselle Dilavodi, comment allez-vous? Oui, ça va, merci. Ça se passe bien? Oui, ça va. Ah oui, je vais commencer directement par vous sans passer par le dos de la cuillère parce que aujourd'hui, c'est le 25 novembre 2025 et chaque 25 novembre, il y a pas mal d'activistes qui se lèvent pour effectivement célébrer et venir au secours à travers des sensibilisations, des causeries, mais également ici quelques droits des femmes, leur permettant effectivement d'éviter ce fléau, d'éviter d'être victime et de continuer à être victime, n'est-ce pas, des violences basées sur le genre, notamment les violences sexuelles, les attouchements et tout ce qui se passe parce que hier, on en parlait avec les représentants, effectivement, d'une structure internationale de la place. Mais selon vous, qu'est-ce que représente cette journée pour vous en tant qu'activiste, respectivement? Bonjour d'abord, dans l'ensemble. Moi, je suis Condé Makale, présidente d'AFELGI, Association des filles et femmes leaders pour le développement de la Guinée. Oui. Et cette association, elle est humanitaire et apolitique. Elle œuvre à la pleine participation des femmes dans le développement socio-économique de notre pays. Et l'association a pour mission de lutter contre les violences basées sur le genre, les mutilations génitales féminines et les droits des enfants ainsi que des femmes.
Pour moi, cette journée aujourd'hui du 25 novembre est une journée dédiée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, qui a été instaurée par l'ONU pour sensibiliser et mobiliser pour lutter contre ces violences, en fait, qui est un fléau mondial. Un fléau mondial. Oui. Très bien. Mademoiselle Guilavogi. Ok, moi je me représente encore. Oui. Moi c'est Sarah Guilavogui, je suis superviseur point focal du projet RED VBG et c'est un plaisir pour moi ce matin d'être sur ce plateau, de pouvoir discuter sur un sujet très essentiel qui est les violences basées sur le genre. Oui. Et en cette journée de 25 novembre qui est dédiée à la journée internationale de la lutte pour l'élimination des violences faites aux femmes. Donc pour moi, c'est un plaisir de pouvoir parler de ça aujourd'hui sur un plateau parce que c'est pas pour moi une simple fête, mais c'est une occasion de pouvoir parler des fortes femmes, de tout ce qu'ils ont fait et de tout ce qu'ils sont en train de mener dans la vie courante. Et précisément les femmes de la Guinée-Conakry, bien sûr. Je ne suis pas pessimiste, mais le thème est très fort quand on parle de l'élimination. Oui. Est-ce qu'on pouvait peut-être choisir rémédiation parce que avec tout ce que vous êtes en train de mener sur le terrain, parallèlement avec d'autres institutions, d'autres ONG, d'autres activistes, la chose ne fait que s'accroître. Est-ce qu'on est sûr qu'avec les actions aujourd'hui qui sont en train d'être menées, pourrait effectivement stopper de manière totale, bouter hors de nos sphères sociales ces attitudes-là? Je veux parler donc de ces violences basées sur le genre. Bon. Est-il possible? Moi, je peux me dire qu'on a des possibilités. Hein? Si chacun de nous s'y met, parce que c'est quand on parle de violence, ça ne parle pas que d'une seule personne, ça nous concerne tous. Donc il va falloir que chacun de nous essaie d'apporter, même si c'est un petit grain là, d'effort dans cette lutte. Là, je crois qu'avec ça, d'ici quelques années, sûrement, on pourrait mettre fin à ça. On pourrait vraiment vivre sans violence ni rien. Alors, allez-y, la même question. Moi, je préfère qu'on dise l'élimination, parce qu'au fur et à mesure où on est en train de tourner autour du pot, je ne crois pas si on pourra atteindre nos objectifs. Il faut vraiment qu'on parle de l'élimination. Et comme Makale vient de le dire, il faut vraiment qu'on contribue tous. Il ne s'agit pas juste d'une seule personne. Quand on parle de violence basée sur le genre, ça peut être un homme ou ça peut être une femme, ça peut être un enfant. Oui. On parle en général. Donc du coup, si des hommes et des femmes, tout le monde, et puis on contribue pour l'élimination, je crois qu'il y aura bien sûr une élimination des violences basées sur le genre. Donc ça veut dire que tout le monde est vulnérable aux violences basées sur le genre. Oui. Alors quand on parle de VBG, est-ce qu'il y a d'autres explications? Est-ce qu'il y a d'autres définitions techniques par rapport au VBG afin d'aider nos téléspectateurs de mieux comprendre la chose? Quand on parle de VBG, déjà VBG c'est abrégé, on parle de violence basée sur le genre. Et parlant de violence basée sur le genre, c'est toute violence liée, que ce soit une femme, que ce soit un homme, ou que ce soit un enfant ou une petite fille. Ça parle dans l'ensemble de violence. On ne dit pas uniquement VBG, parce que les gens ont du mal à comprendre quand on dit VBG. Tout de suite dans la tête. C'est la cause féminine qui est intéressée ou qui est concernée. Exactement. Oui. Et sans savoir que quand on parle de VBG, c'est en général. Parce que y a des femmes il y a des hommes, je m'excuse, qui sont vulnérables aussi. Donc on oublie souvent ce côté-là. Mais quand on parle de VBG, moi je dis c'est en général en fait. D'accord. Vous avez d'autres explications? Vous avez d'autres éléments à rajouter par rapport à ce je peux juste dire que pour plus de précision, que les violences basées sur le genre, c'est juste une forme de violence qu'on applique contre une personne, contre sa volonté au fait, perpétuellement. Parce que la personne, elle est vulnérable, elle n'a pas de pouvoir, elle a du mal à se défendre, donc, vous voyez, et son agresseur se permet de lui violenter. Tout en utilisant des moyens de bord pour pouvoir, en tout cas, immobiliser sa victime. Effectivement, et faire parce qu'il a plus de pouvoir que lui. Oui. Donc il s'est dit qu'il peut vraiment
s'en sortir facilement. Alors, quand on parle de violence, certainement, nous sommes dans l'océan, on est projeté dans le désert. On souhaiterait quand même comprendre quels sont les types de violences qui pourraient être vraiment à l'égard des femmes, mais aussi des hommes, comme vous le dites. Ok. Il y a des violences. Allez-y. Il y a plusieurs violences. Il y a plusieurs types de violences. Il y a plusieurs types de violences. Nous avons les violences physiques, les violences émotionnelles, et même les violences numériques, les violences verbales. Et nous avons plusieurs types de violences, c'est ce que je peux citer pour l'instant. Vous voulez rajouter, Makale? Oui, nous avions aussi les violences sexuelles, les violences physiques, les violences institutionnelles, les violences économiques et psychologiques. D'accord. Institutionnel, au niveau des services, ainsi de suite, dans les couloirs des services. Oui. Voilà. Votre partenaire chargé de la formation, il est là juste pour développer autre chose, M. Ba. Je rappelle pour ceux qui viennent donc de capter la télévision nationale qu'il est le directeur général par intérim de la formation continue du personnel enseignant. Alors, M. Ba, vous êtes partenaire, vous venez donc d'écouter ces deux représentantes, bien sûr, de notre partenaire Terre des Hommes dans cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'elle vient de dire? Ok, merci beaucoup. D'abord, Terre des Hommes, nous avons un partenariat et d'ailleurs je suis même membre du comité technique national. Et donc nous évoluons dans le cadre de la formation des enseignants et dans certaines zones qu'ils ont ciblées, généralement des jeunes où il y a beaucoup plus de mobilité des jeunes pour migrer vers l'immigration irrégulière. Donc nous contribuons vraiment à développer des modules pour pouvoir former les enseignants parce que ces jeunes-là ont été récupérés par eux et ils sont dans les écoles et nous contribuons vraiment à les former pour qu'ils puissent vraiment se réinsérer au niveau social en Guinée. Et donc, concernant le thème, les VBG, je suis heureux d'apprendre même par nos deux jeunes dames qui ont mentionné aussi que la violence peut être aussi à l'endroit des hommes. Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont très violentes et à l'endroit des hommes. Donc, parce que si chaque fois qu'on parle de VBG, les femmes ont souvent tendance à penser que c'est seulement les femmes qui sont victimes de violence, alors qu'il y a aussi des hommes qui sont vraiment vulnérables et qui sont victimes de... Donc ce sont des pratiques vraiment qu'il faut arrêter, et que ce soit l'homme ou la femme, chacun a un droit vraiment de s'épanouir, donc il faut respecter l'opinion des gens et les personnes vulnérables, vraiment, on doit les aider et non les violenter. C'est extrêmement important. Donc je pense que c'est une bonne cause, ce qu'elles sont en train de défendre. Et moi, je les encourage, je les félicite en tant que jeunes dames. Elles sont très jeunes. Donc déjà, voilà. Mais elles sont jeunes morphologiquement, mais psychologiquement, elles sont... Voilà, parce que... donc c'est ça aussi, c'est pourquoi c'est important de valoriser. Je sais de quoi je parle. Voilà, c'est pourquoi c'est important de valoriser les jeunes Guinéens, parce que je vais pas anticiper le thème pour lequel je suis là, en ce qui concerne... Nous allons revenir tout à l'heure. J'étais tout dernièrement à Kindia, on a même fait les 5 jours de tournée là, à l'intérieur du pays avec Hadja Idriss Abba, qui est une activiste déterminée et vraiment sur ce genre de lutte-là. Okay. D'accord. Puisque vous avez touché en tout cas l'abcès, on va donc tout de suite continuer sur ça. Mais d'ici là, les victimes, ça veut dire que nul n'est à l'abri, que ce soit l'homme ou la femme, mais c'est que ce sont les femmes qui sont les plus vulnérables et plus impactées. Alors, mais cependant, quand vous regardez, ces femmes, n'est-ce pas, de fois, ignorent carrément leurs droits. Est-ce qu'il est important et nécessaire, ici et maintenant, de rappeler vraiment quelques droits très fort et incontournable à l'intention effectivement de ces femmes-là? Bien sûr que oui. Allez-y. Moi, je pense que si ces femmes, elles sont informées par rapport à leurs droits, peut-être avec ça, en défendant ces droits, elles pourront vraiment éviter de se retrouver dans certaines situations. Et il faut que ces femmes sachent qu'elles ont droit à la vie et à la sécurité, car chaque femme mérite de vivre sans violence, sans menace ni peur. Aussi qu'elles ont droit à l'intégrité physique et psychologique
Donc, elles doivent savoir qu'elles méritent d'être protégées contre les violences physiques, sexuelles et psychologiques. Elles doivent aussi comprendre qu'elles ont droit à aller à l'école, donc à l'éducation du moins. Elles doivent avoir accès à l'école ou bien aux formations professionnelles pour celles qui n'ont pas eu la chance de poursuivre les écoles. Sans discrimination, parce qu'il y a ce côté-là aussi qui pèse beaucoup, surtout au niveau des familles. Il y a de ces parents de nos jours qui continuent encore à penser que les filles n'ont pas le droit d'aller à l'école, qu'elles ne doivent pas avoir les mêmes priorités que les hommes, or qu'elles sont aussi des êtres humains qu'eux. Donc il est important de revoir ce côté-là. Et savoir qu'elles ont droit aussi à la santé. Chaque femme doit bénéficier des soins médicaux de qualité, y compris en matière de santé reproductive. Elles doivent savoir aussi qu'elles ont droit à la à la justice et à la non-discrimination. Elles ont droit aussi, parce qu'on doit les protéger au fait. Oui. Elles ont droit aussi... Bon, je crois que je vais me limiter là. Voilà, Djilavogi, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, parce qu'elle a déjà cité beaucoup. Oui. Moi, je dirais, elles ont droit à la liberté. Oui. Et parce que chose qu'on minimise trop chez nous ici, on se dit que la femme ne doit pas être trop libre, elle doit être enfermée. Est-ce que ce n'est pas à cause de sa vulnérabilité que vraiment... Oui, mais voilà le sujet qui est là, c'est à cause de sa vulnérabilité. Quoi. Et là, on est en train de détruire ces stéréotypes-là en disant qu'elles ont droit à la liberté. Et aussi, elles ont droit... d'être de la liberté en ligne numériquement, elles ont droit à la liberté d'être libres en ligne, parce qu'on voit que c'est une chose que j'insiste beaucoup dessus, parce qu'on parle souvent des autres violences, mais on ignore souvent les violences numériques. Les violences numériques. On oublie tellement les violences numériques sans savoir qu'elles ont droit d'être libres en ligne. Elles ont droit d'être libres en ligne, de publier tout ce qu'elles veulent, de se sentir à l'aise, parce qu'elles sont très vulnérables sur les réseaux, parce que moins de choses, c'est la femme, tu vois, elle est exposée sur les réseaux sociaux. On ne dit pas que les hommes, on ne publie pas des photos, des images des hommes, mais la femme est plus vulnérable. C'est la photo des femmes, on voit plus. Et même dans les commentaires, quand une femme met une photo, c'est des hommes qui viennent insulter la femme. Donc, elle a droit d'être carrément libre. Elle doit mettre en tête qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut sur les réseaux, sans qu'elle soit agressée ou sans qu'elle soit vulnérable. Ou stigmatisée. Merci. Parmi tous ces droits que vous venez donc de rappeler par rapport effectivement à la femme, est-ce que, je ne dirais pas que c'est un devoir, mais est-ce que vous pouvez inclure également dans le droit des femmes que les femmes ont droit au respect effectivement à l'endroit des hommes? Parce que si on oublie ça, les quelques femmes notamment qui se permettent ou qui se livrent à des violences à l'encontre des hommes, comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? Est-ce que vous êtes en train d'y réfléchir déjà? Oui, on parle en tant qu'activiste. Oui, en tant qu'activiste. Et je peux dire que les femmes ont droit de respecter leur mari. Ça, c'est quelque chose, voilà. Parce qu'il y en a qui vont dire, attention, c'est un devoir. C'est un devoir, mais quelque part, les hommes aussi sont violentés. Si les questions, effectivement, de réciprocité en termes de droit, effectivement, par rapport aux hommes, parce que c'est les violences basées sur le genre, puisque c'est la femme, ou c'est en tout cas, on va dire entre griffes, 1% de femmes qui se livrent à ces cas pareils, mais est-ce que, à leur niveau, comment faire pour les dissuader afin que, n'est-ce pas, l'homme ne soit pas aussi victime par endroit? Oui, parce que ce que vous venez de dire tout à l'heure là, les femmes ont droit de respecter leur mari. Et ça, entre guillemets, j'ouvre et puis je ferme. En tant que chrétienne, quand je me mets dans cette peau-là, on se dit que la Bible dit que la femme doit respecter son mari. Donc quand je pars dans ce contexte-là, la femme doit respecter son mari, quels que soient les degrés de problème, elle doit respecter son mari. Mais la partie où je me retiens, c'est quand on dit que la femme doit se soumettre. Oui, la Bible, le Coran, les deux disent que la femme doit se soumettre. Mais la femme doit se soumettre, mais elle ne doit pas être esclave. Et c'est ce qu'on oublie souvent. On se dit que se soumettre, tu deviens esclave. La femme est esclave. Et dans notre communauté, il y a de ces ethnies, je suis désolée du mot, qui disent se disent que la femme est esclave.
Donc, du coup, elle est son esclave. Donc, le mot là, déjà, un homme qui se dit que la femme est esclave dans le foyer, je crois que c'est la femme qui sera plus vulnérable. On sait qu'elle doit respecter, mais quand ce pas au bout d'un moment, une personne qu'on dit qu'elle est esclave, je ne crois pas si elle pourra tenir jusqu'au bout ou de l'esclavage, en fait. Donc, je pourrais dire qu'on respecte les hommes. Toutes les femmes souhaitent respecter son mari. Mais quand vous voyez que ça déborde, peut-être une part, il y a quelque chose qui cloche un peu de côté. Voilà. Donc, je pourrais dire que toute femme doit respecter son mari. Ça, je le dis au fond en tant que chrétienne. La femme doit respecter. Mais aussi en tant qu'activiste. En tant qu'activiste. Voilà. La femme doit respecter son mari. Voilà. Ça, c'est clair. J'espère que ça, le message là est passé. Mais sauf que de l'autre côté, il y a quand même parmi ces femmes qui nous regardent dans ce numéro de l'émission Zénith sur Coloma, qui sont en train de subir certaines choses, mais qui ne savent pas où se donner la tête. Alors, une fois que de tels cas, n'est-ce pas, est constaté, de tels cas est avéré quelque part qu'une femme soit victime, n'est-ce pas, de violences basées sur le genre, quelles sont les alternatives? Moi, je pense qu'il y a pas mal d'alternatives. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a le numéro 116 qu'elles peuvent appeler. Il y a aussi le projet qui est là. Il y a nous-mêmes les points focaux du projet Rédige VBG de Terre des Hommes. Donc, ils peuvent nous contacter. Mais comment vous contactez? Est-ce qu'il y a des contacts donnés par rapport aux points focaux? Par rapport aux points focaux. En fait, il y a aussi un service qui est là pour recevoir les plaintes. Les plaintes, pour recevoir les plaintes ou pour recevoir les dénonciations? Non, les cas d'alerte. Pour recevoir des cas d'alerte, en fait. Parce que chaque commune, déjà sur le projet, chaque commune, il y a un point focal. Chaque commune a un point focal. Maintenant, c'est le projet Rédige VBG. Le projet Rédige VBG. Parce que nous sommes ici dans Est-ce qu'on peut contextualiser un peu ce projet? Ça consiste à faire quoi réellement sur le terrain? C'est la sensibilisation. Quelles sont les activités inscrites effectivement à l'ordre du jour de ce projet? Il y a pas mal. La lutte contre les violences basées sur le genre, les mutilations génitales féminines, l'excision, les mariages précoces et forcés. D'accord. Mariage forcé et mariage forcé. J'espère que le pourcentage a un peu baissé, parce que présentement, c'est comme pour dire que vos efforts sont en train de payer, parce qu'aujourd'hui, c'est dans l'arrière-pays où vraiment c'est un peu fréquent. Ce n'est plus maintenant à l'ordre du jour dans les communes urbaines, parce que franchement, et même si ça se fait, peut-être que ça se passe en catimini. Voilà, ça se passe à l'abri des yeux et les uns et les autres vraiment ne sont pas invités. Parce que donner aujourd'hui une petite fille à mariage, mais il y a aussi des hommes dans certaines familles qu'on oblige, n'est-ce pas, de se marier, parce que c'est lui le premier garçon. Je le dis, il y en a quand même. C'est le premier garçon, la famille n'a pas assez d'enfants, donc il faudrait que lui se marie tôt pour commencer à procréer. Bon, voilà. Donc il y a ça, parce qu'on est en train de parler de tout ça. Alors, sur ce, pour ajouter un tout petit peu, et c'est pour dire aux victimes que ces services-là sont là pour leur protection. D'accord. Ces services-là ne sont pas là pour autre chose. Par exemple, ils vont dire que la gendarmerie ou bien la police ou bien un point focal, c'est un truc qui est confidentiel. Donc, eux, ils sont là pour les aider. Rien que pour les aider. Donc, elles n'ont qu'à dénoncer, pas pour se taire, mais il faut qu'elles dénoncent. Parce que si elles ne dénoncent pas, on ne sait pas si on peut aider. On ne pourrait pas trouver solution. On ne pourrait jamais trouver solution si on ne dénonce pas. Donc, on les encourage à aller dans les services de prise en charge. Ok. Est-ce qu'il y a ces services qui sont... parce que hier, j'étais là avec Médecins sans frontières. Ils ont quand même identifié 2 centres où vraiment... Mais ça, c'est quand c'est des cas de violence sexuelle. Parce que ce n'est pas les autres cas de violence, parce que vous avez cité tout de suite quelques cas de violence basées sur le genre, mais dans le contexte de Médecins sans frontières, c'est les violences basées sur violences sexuelles. Voilà, parce que ça entraîne beaucoup d'autres complications à la longue si rien n'est fait. Donc, ils ont identifié 2 centres. Avant donc de nous quitter, on va donc inviter celle qu'on appelle Diassi Aminata. Elle va donc nous proposer quelque chose et suite à ça, voilà, on fait signe que ce n'est pas encore disponible du côté de la régie, c'est ça.
Voilà, d'accord. La réalisatrice, donc, Diassi va donc patienter et attendre un peu. Je précise que c'est notre jeune artiste en classe de terminale. Option sciences expérimentales. Alors, ceci dit, est-ce qu'il y a autre chose par rapport à cette fête ou par rapport au projet Redire VBG avant qu'on ne change carrément de sujet? Parce qu'on va vous libérer tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. Oui. Avant de vous quitter, merci de nous recevoir surtout. Oui. Et moi, je dirais à toutes les femmes de dénoncer, et pas seulement aux femmes, et surtout je vais m'accentuer trop aussi sur les hommes. Il faut que les hommes se lancent dans le combat, il faut que les hommes soient là pour contribuer, parce que moi je me dis que si les hommes sont avec nous, c'est ce que nous on appelle souvent les masculins positifs. C'est des personnes qui sont là pour nous accompagner et tout. Un masculin positif, lui, il est là, il peut... c'est des gens qui dénoncent aussi, qui sont là pour aider la femme dans tout ce qu'elle fait, parce qu'elle sent que la femme est vulnérable, mais il faut que les hommes, même la société, il faut que la société contribue dans nos familles. Il faut que même les familles contribuent pour l'élimination des violences faites aux femmes, parce que ces violences-là ne sont pas seulement à la maison, mais ça peut être partout. Et les hommes, comme on l'a dit ici, les hommes aussi peuvent être vulnérables, ils peuvent être victimes. Donc il faut vraiment qu'on se donne la main pour qu'on puisse aider pour mettre fin à ces violences basées sur le genre en Guinée. Et aussi de contacter. Il y a des points focaux dans toutes les communes. Si vous trouvez un cas de violence dans votre quartier ou dans votre communauté, n'hésitez surtout pas à partir soit à la police. Comme je l'ai dit dans mon intervention, vous pouvez aller à la police, vous pouvez aller dénoncer là-bas. À la police, au commissariat de police, au commissariat de police plus ou proche, à la gendarmerie ou à la gendarmerie le plus proche. Ou aussi, vous pouvez aller voir une personne, comme on a dit, il y a le club des jeunes filles leaders de Guinée qui évolue dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Ou bien on a bien localisé. À Kipé, à la brioche, juste à la brioche de Kipé. Vous pouvez aller là-bas parler avec ces filles-là. Elles sont très efficaces dans la prise en charge des violences basées sur le genre. Merci beaucoup. C'est Guy Lavoudi, elle a beaucoup de salive aujourd'hui. Allez-y. Je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir accueilli sur votre plateau. Vraiment, merci. Ça a été un échange vraiment. Un mot pour les partenaires. Qui sont vos partenaires? Parce que vous venez. Ok. Et aussi remercier nos partenaires. Oui, parce que partenaire, vous êtes partenaire à une structure qui est partenaire à la RTG. Aussi remercier nos partenaires comme Terre des Hommes, Agia, Savou Guinée et l'Union européenne qui a financé ce projet. Donc nous leur remercions énormément. Bon, moi ce que je peux ajouter surtout au niveau de la famille, parce que même récemment j'ai entendu parler d'un cas, ça m'a beaucoup touché. Je dirais juste aux parents de ne pas régler ces problèmes de violence à la maison ou entre eux, mais plutôt de les envoyer au tribunal. Il faut des mesures coercitives. Effectivement. Il faut des sanctions. Parce que si les agresseurs ne sont pas sanctionnés, s'ils ne répondent pas de leurs actes, l'agresseur il va encore il va continuer à commettre l'irréparable. Et le cycle va continuer. Parce que généralement, le poids social, les uns et les autres viennent, on est souvent des voisins, parce que le violeur n'est jamais loin. Il est toujours soit dans la famille ou à côté de la famille. Donc, les quelques exceptions peut-être par endroit, les cas de brigandage qui se soldent aussi par des violences, peuvent également subvenir. Mais généralement, le désistement, mais c'est à ce que je cherche. Une fois que, c'est-à-dire un cas est traduit devant la justice, les parents n'ont plus, n'est-ce pas, la possibilité d'éteindre l'action publique à partir du moment où, n'est-ce pas, le procureur engage des poursuites. La famille peut-être peut désister en adressant à la cour, au tribunal, une lettre de désistement, mais ça n'atteint pas l'action publique. Donc, sauf que avant d'arriver, n'est-ce pas, au tribunal, peut-être que de tels cas peuvent être possibles. Mais si et seulement si, par exemple, un point focal ou un démembrement de la justice, un OPJ constate un fait à côté, peut également automatiquement s'autosaisir
de cette situation, je le dis, sous le contrôle de la loi. Merci à Mme Guilavogui. Sarah, je précise que vous êtes superviseur point focal du projet Redir VBG et vous êtes en partenariat avec Terre des Hommes. Et Mme Kondé Makalé, également, point focal. On parlait donc de cette journée internationale et pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et on mettait l'occasion à profit pour sensibiliser, effectivement, et essayer de rappeler quelques droits des femmes afin de les permettre de s'en approprier et de se protéger. Merci à chacune d'entre vous d'être passé dans cette émission. Et j'espère qu'on aura d'autres débats off and off et au-delà de ce plateau si tout va bien. Voilà. Merci beaucoup. Telle était donc la première partie de votre émission Zénith sur Colomans. Dans un court instant, nous allons parler de l'installation d'une usine. Sauf que le bas blesse parce que le nerf de la guerre, c'est le financement. 5 milliards, 465 millions et puis 165. En tout cas, c'est le chiffre, bien sûr, que je suis en train, bien sûr, d'avancer. On va donc en parler tout à l'heure avec, bien sûr, les responsables de l'AITA, l'ONG. Et puis, nous allons parler de cette caravane de la francophonie. Je roule pour beaucoup plus de filles à l'école que de garçons. Ça aussi, est-ce que ce n'est pas une discrimination? Attention, on va donc en parler tout à l'heure avec monsieur le directeur général par intérim. D'ailleurs, qui va au-delà même de, n'est-ce pas, sa feuille de route annuelle, parce que là, il a beaucoup fait. Il a fait beaucoup plus que ce qui est vraiment prévu à l'ordre du jour ou ce qui est prévu dans son programme. Ça, c'est le résultat d'une certaine efficacité. Alors, la réalisation, on va marquer une courte pause pour le temps pour nous de recevoir monsieur Michel Cessé, monsieur Zoubilemou, Cessé Michel, sur ce plateau, mais également mademoiselle Diassi, qui va donc animer la partie. Voilà, nous voici donc de retour sur ce plateau de l'émission Zénith sur Colomans, dans la deuxième et dernière grande partie de cette émission qui s'intéresse effectivement au monde de l'agriculture, mais également de l'industrie simultanément, puisque là, il s'agit de l'installation d'une usine, mais notamment, quand on parle de l'installation d'une usine, il faut les matières premières. Et qui parle de matières premières, parle dans le domaine d'agrobusiness, parle notamment, bien sûr, en tout cas, des éléments des éléments agricoles. Et puis, sur ce plateau, il a peu parlé. Monsieur Sonomou, oui. Vous êtes, en tout cas, vous nous venez tout droit de Désiré-Corée. C'est pour nous parler effectivement de ce projet. Mais tout d'abord, l'ONG qui porte ce projet, je précise que vous êtes notamment ingénieur géotechnicien, aide-ingénieur géotechnicien, représentant régional des transformateurs et président de l'ONG AITA. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, au-delà de votre profession. Alors, qu'est-ce qui explique tout ça? Et c'est quoi l'ONG AITA? Merci beaucoup, M. Simès. AITA, c'est une ONG nationale, créée le 4 avril 2007. D'accord. 2007. D'accord. Depuis ce jour, avec les membres fondateurs, les membres associés, on s'est fixé un objectif d'accompagner les transformateurs des produits locaux, notamment le riz, le maïs, le gombo, le manioc sec en farine et la graine d'arachide en pâte, etc. Alors, quand on a eu à échanger avec les collègues, nous sommes allés vers
les acteurs. On les a demandé leur position par rapport à ça. Ils nous ont accepté. À ce niveau, qu'est-ce qu'on a fait? On a rédigé une lettre de collaboration adressée à les cadres régionaux, préfectoraux de la région, pour nous accompagner. Dans la mise en place de votre fédération. De notre fédération. De votre groupement, en fait. Des groupements. Des transformateurs. Des transformateurs. D'accord. Donc, à ce niveau, eux aussi, ils ont accepté. C'est en menant les activités qu'on a trouvé le cas de la pâte d'arachide ne répond pas. C'est-à-dire, parmi tous les autres produits que vous venez donc de citer, dans leur transformation, il n'y a pas eu de problème. Oui. Mais c'est lors de le cas seulement de la pâte d'arachide où on a détecté un problème. Un problème. Quel était le problème? Très bien. Les problèmes sont énormes. Les hangars sont mal construits. C'est entre les maisons. Deuxièmement... C'est-à-dire la chaîne de transformation, la chaîne de production, oui. depuis les récoltes au reconditionnement, depuis la grillade, etc., jusqu'à la transformation. Oui. C'est cette chaîne qui ne répondait pas. Qualitativement. Qualitativement. Allez-y. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Avec le service de contrôle de qualité, oui. Nous ont demandé de sillonner dans les préfectures. On est allé à Lola, dans les 6 préfectures. On a constaté les mêmes faits de Djerekouri. Donc, on s'est retrouvés en conseil. Ils ont dit, cette fois-ci, il faut qu'on change la donne. De méthode. Nous sommes partis vers les acteurs. Les acteurs nous disent, nous, on ne peut pas changer ça. Le gouvernement n'a qu'à nous aider à envoyer les équipements performants. Parce qu'ils n'ont de possibilités que les mains, oui. Ils n'ont de possibilités que les marmites traditionnelles qu'ils ont l'habitude d'utiliser pour griller, ainsi de suite. Bon, nous avons, quand ils ont dit, on a dit qu'on a compris. À l'analyse encore, on est revenu vers eux. On dit, mais regardez les bidons que vous mettez les pâtes d'arachide pour donner aux femmes à aller vendre. C'est très sale aussi. À l'intérieur des hangars, très sale aussi. Vous grillez l'arachide, vous mettez à terre entre les graviers et autres. Les conditions de transformation, franchement, laissées à désirer. Ça ne pouvait pas. Et pourtant, ces pâtes d'arachide sont destinées à la consommation. À la consommation directement. Voilà. C'est dans ce cadre, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Depuis 2022, on s'est mis à chercher des partenaires pour nous aider. Donc c'est à la recherche des solutions que vous avez trouvé effectivement un moyen d'installer une usine de transformation de la pâte d'arachide, mais qui répond aux qualités, aux normes internationales. Quand on a lancé l'appel d'offres à notre site, c'est les Chinois qui nous ont répondu. Ils nous disent qu'on peut vous envoyer les équipements performants. J'ai dit, ah bon? 2 écrits, 3 écrits, j'ai déjà dit, envoyez, je vais voir. Ils ont envoyé tous les équipements qu'il faut pour... En photo? En photo, tout est là dans l'appareil. Okay. Mais, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'équipement, vous payez. Vous payez l'équipement à 114,250 millions. Ça fait 1 milliard. Donc, ils m'ont dit, mais les frais de transport de la Chine ici, ce n'est pas l'État. Les frais d'installation ne sont pas l'État. Les techniciens qui viendront de la Chine pour installer... Leur prise en charge. Ça aussi, ce n'est pas dans le prix. Ce n'est pas dans ça. Mais ils nous disent carrément, seul le gouvernement peut vous appuyer. Donc, quand vous avez fait le cumul des dépenses, ça a donné les 5 milliards. Il y a 5 milliards. Oui. 465 000. 165 000. D'accord. OK. Donc, c'est comme ça. Donc, 5 milliards, 465 millions, 160 000. D'accord. C'est comme ça qu'on a fait décider. Quand j'étais en train de... Il y a quelqu'un qui m'a conseillé de faire un projet. J'ai cherché à les joindre. Vous avez fait un projet écrit, voilà, écrit allant dans ce sens. Allant dans ce sens. D'accord. Bon, maintenant, je leur demandé leur avis par rapport au transport, l'hébergement des techniciens qui vont venir. Et combien de... comment on appelle ça? Comment on appelle? Ils ont demandé, le transport de la Chine ici, ça peut être
4 000 euros, 5 000 euros. D'accord, on va laisser les détails parce que déjà le montant global est connu, mais il n'y a pas que l'achat, l'acheminement des équipements, l'envoi, n'est-ce pas, des ingénieurs pour l'installation. Il y a ce qu'on appelle ici le transfert des compétences. Oui. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour ça? Parce que ils vont installer, ils ne vont pas rester avec vous. Mais est-ce qu'il y a quand même un système que le projet prévoit par rapport au transfert des compétences pour permettre aux Guinéens eux-mêmes d'utiliser, n'est-ce pas, ces machines? Très bien même. Je vous remercie. À l'issue de ça, quand je les ai demandé, quand ils viennent faire les 1 an ou les 10 mois en train d'installer, on a recruté 2 ou 3 jeunes. On les a orientés vers les rames des Zérekouré. À date, ça c'est déjà fait. C'est déjà fait. Depuis combien de temps? Il faut la première année ou la deuxième année? Ils font la première année. D'accord. Ces enfants, ils ont fait le texte, ils ont eu. Il y a un qui est chargé de l'électricité industrielle et l'autre, la maintenance. Ils sont là-bas, aujourd'hui. Donc, quand je les ai dit, ils m'ont dit, bon, ça peut faire 4 conteneurs. Ah, c'est dans ça. Je les ai demandé le gabarit. Voilà. Ok. C'est ce qui est chiffré là. D'accord. Alors, dites-nous, Monsieur Nestor, tout ça, on a compris, on voit que vraiment c'est un projet bancable parce que tous les aspects sont pris en compte. Mais il y a un autre élément. L'autre élément, c'est quoi? C'est les matières premières. Auparavant, on nous a enseigné que c'est la ville de Dabola, et d'ailleurs, la présence de l'huilerie de Dabola en fait foi. C'est la zone de production à outrance, n'est-ce pas, de l'arachide. Bon, Zérekouré, je n'en disconviens pas, on a aussi géographiquement appelé par là comme étant le grenier de la Guinée à cause de l'abondance, effectivement, agricole. Mais est-ce que si produire par intermittence et mettre en place une usine, ça demande, n'est-ce pas, une étude préalable par rapport à l'existence des matières premières pour faire tourner l'usine? Qu'en est-il à ce niveau? Est-ce que vous en êtes sûr que si cette usine est installée, vous allez non seulement, vous n'allez pas être en rupture en matière d'arachide, ça c'est la première des choses, et comment la filière va s'organiser de ce côté, parce que vous faites savoir déjà qu'ils sont déjà organisés, et quelle va être la capacité de production, effectivement, de cette usine une fois installée? Merci. C'est ce que je suis en train de dire. J'ai fait les études par rapport aux matières premières, qui est l'arachide. Je suis allé à Beila, où la zone, c'est une zone de production d'arachide. La traction allemande est là-bas. Il y a des tracteurs là-bas. Je suis allé voir le président de l'Union des producteurs d'arachide, qui est secrétaire communautaire à Béasoba. J'ai trouvé que vraiment ce qu'il a dit, c'est vrai. Il me dit, si vous nous subventionnez, on peut faire plus de 5 à 10 hectares. On peut vous fournir l'arachide en grande quantité. Je suis allé à Lola, vers Guéasso, j'ai fait les études. Je suis allé à Massanta, j'ai fait les études. Je me suis retourné en ville, à Zérekouré. Il y a plus de 15 magasins remplis de l'arachide. Ça reste là-bas, ça pourrit. Les sarrains rentrent là-dedans. Donc, ce qui se passe actuellement, ça veut dire que soit nous sommes en train, c'est-à-dire ces productions sont en train de périr, mais aussi il y a une partie qui est exportée dans les pays limitrophes. Voilà. Ok. Donc, à ce niveau... Est-ce que vous en êtes sûr que si l'usine-là, une fois installée à Zérekouré, ça pourrait absorber ou régler ce problème? Évidemment, c'est ce que je suis en train de vous dire. L'usine, c'est 1 tonne par heure. Les Chinois m'ont tout écrit. On se parle chaque jour. Chaque fois que je colle, je les trouve. D'accord. Je vais tout à l'heure vous revenir par rapport à ce qui est les démarches, ce qui concerne les démarches administratives auprès des autorités. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que toutes les études sont effectuées, tous les paramètres aujourd'hui sont réunis pour vous permettre, afin que ce projet-là puisse voir le jour, mais c'est que ce qui manque, c'est le financement, si je comprends très bien. Mais est-ce que par rapport à ça, vous avez eu des démarches? La question là reste suspendue et ça va être répondu tout à l'heure. On va donc nous intéresser à monsieur le directeur général par intérim de la formation continue du personnel enseignant. Mais d'ici là, on va mettre juste une dose de musique parce que cette émission aussi est culturelle. Mademoiselle Diassi va donc nous proposer quelque chose. J'espère que avec ma réalisatrice très professionnelle aujourd'hui, m'a préparé quelque chose pour cet artiste. Voilà, Aminata Diassi
Ma femme, elle est Aminata aussi, son prénom c'est ça. Donc voilà, j'appelle, mais ça ne veut pas dire que vous êtes ma femme. Je le sais. Je le sais, c'est pas devenir votre femme. Ah bon? Ouais. Ah, vous ne pouvez pas être ma femme? Ah, déjà, vous-même, vous venez de le dire. Oui. Non, mais pour le moment, je n'ai pas encore envoyé les collabs, vous ne pouvez pas être ma femme. Et puis, il ne faut pas me créer des problèmes aujourd'hui. On va mettre beaucoup de sel dans mon sac. Piment. D'accord. Alors, on va donc l'applaudir certainement. Elle va donc nous proposer quelque chose. C'est une artiste en herbe. Elle est vraiment en train de se battre grâce à la complicité de nos amis d'Abdul Prod. Alors, passez là. On va donc écouter ça. Augmentez un peu le potard. Je veux entendre les décibels pour me permettre de danser avec elle. Tama bebe tandia manara ya uya makana made gere makana mayo onante ya makana made anufan rio makana ma bari ma bara bere fima abara ma fani bere fima abara dolo dima abara dia ye dolo dima abara bere fima abara mara fani bere fima abara dolo dima abara dia nye dolo dima ira mombon tingara antan tingara ira nkombin tingara antan tingara ira nsuluron tingara antan tingara ira nayagin tingara enayagi mana ngapira nayanana hema nanyira hema dia mananyira hema nanyira ndama bebe tandia manara hema nanyira hema dia mananyira hema nanyira ndama bebe tandia manara barima bara bere fima abara mara fanyi bere fima abara dolodima abara dia nye dolodima abara bere fima abara mafanyi bere fima abara dolodima abara dia nye dolodima bere abere fintama bere ubere tindera kadolodi nepa madolo londala kanuna dia nye wolengi susumala kamiria jugu bonila abara le nyonte abara le nyonte abara le nyonte ne la bebe abara le nyonte abara le nyonte mina chic abara le nyonte abara le nyonte beni banguis bara le nyonte abara le nyonte Maria abara le nyonte amara bara le nyonte. Sur Coloma, Abara Bere Fima. Ah oui, rejoins ta place. C'est extrêmement intéressant. En tout cas, cette chanson, Abara Doloduma, en tout cas, l'amour aveugle, hein, c'est ce qu'on nous a souvent enseigné. Quand on aime, on ne connaît pas les défauts et puis on peut, des fois, accepter même l'irréparable. Mais attention, il faut parfois réfléchir. C'est extrêmement intéressant parce que c'est bon même pour la survie même, n'est-ce pas, de l'amour en tant que tel. C'est extrêmement intéressant des deux côtés. C'est aussi normal. Et voilà. Et surtout, il ne faut pas hypnotiser par les mots et autres, et par fini, essayer de couper les herbes sous les pieds, voilà, avec les trahisons. En tout cas, il faut éviter. Yassi, Oui. ah oui, on sait que dans le vrai sens du terme, ce n'est pas l'alcool en tant que tel, mais c'est que c'est une sorte d'affection qu'on crée et qu'on est lié. Mais attends, d'où est partie cette chanson-là? Est-ce que c'est parce que quelque part, pour la première fois, on est tombé amoureuse d'un jeune? Certainement. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas ça. C'est d'enquérir. Non, mais à Colomb, des fois, et avec l'inspiration aussi, ça peut venir. D'accord. Oui. Et avec de l'entourage, Oui. on peut aussi réfléchir et puis regarder l'entourage. D'accord. Puis on peut écrire en même temps. Donc son environnement, ce qui se passe, le quotidien, Ouais. on peut regarder Et ça. il y a des temps aussi, ce qu'on voit à la télé, hein, Ouais. parce qu'avec des séries des Nigérias là, Ouais. Ça Ça inspire peut aussi. venir, Quoi. oui, ça Donc inspire. en regardant les autres, ça inspire. C'est pourquoi quelqu'un définit l'art comme étant la contemplation et le dépassement.
Voilà, l'imitation et le dépassement, j'y arrive. Voilà, hein, je le dis sous le contrôle de mes professeurs de philosophie par le passé. Hein, il ne faudrait pas escamoter les citations, puisqu'elles ne viennent pas souvent de nous. Alors, Ami, quel est le projet actuel? Le projet actuel... Pour le moment, non, pour le moment, il n'y a pas de musique d'abord. Oui. Ce que je viens de chanter là, oui. Vraiment, le son est sur TikTok. D'accord. Mais on prévoit de faire un clip. D'accord. De ça, vous voulez clipper ça, quoi? Oui, on veut clipper. Ok. Ouais. Le projet consiste à clipper la musique pour que... Ami nous vient de Sans-Salé. Ça, Ouais. c'est très loin de Conakry. Loin, Et loin. je dirais pas très 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 loin aussi, hein, parce que M. Nestor vient de braver beaucoup, une très grande distance pour être à Conakry. Ça serait pour les Ali. Ouais. Ah oui, si vous êtes à Télépoulou, vous êtes à Koutiapoulou, Moumou Sanloa, vous êtes à Niela, Niesokora, Niesokoro, vous êtes à, une fois encore au quartier au sud. Merci à la forêt Bangana. Merci donc de regarder vraiment cette émission. Voilà, gouvernorat aussi. On n'oublie pas, hein, nous sommes ensemble et ce sont des quartiers qui m'ont vu déambuler à un moment donné dans les années 98 quand je partais en vacances. Ah oui, Zali, ça faisait... il s'en est fallu de peu pour que j'y reste, sincèrement. Mais bon, avec la pression des parents, j'étais obligé de réaliser Conakry. Alors, Gassi, merci donc pour vraiment cette participation. Monsieur Ba Abdul Gadiri, je dirais que vous, sans langue de bois, vous êtes allé au-delà de votre performance parce que par rapport à l'année, et nous on vous suit le plus souvent, on suit vos interventions, on suit vos activités sur le terrain. Parfois nous vous invitons également sur ce plateau. Je ne sais pas, c'est pourquoi quelqu'un disait que c'est dans la jeunesse qu'on peut donner tout ce qu'on peut donner. Il ne faut pas attendre d'être vraiment au soir de sa vie pour pouvoir effectivement avoir des responsabilités. C'est cette preuve que vous êtes en train donc de montrer. Alors, parlons d'abord de cette caravane. À quoi cela consistait? Je roule pour plus de filles à l'école et c'était le thème effectivement d'une caravane qui s'est déroulée du 10 au 14 ici même en République de Guinée. Alors, parlez-nous de ça. Et il y a d'autres activités également qui ont caractérisé votre participation depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le début de l'année 2025. Avant de vous parler de la caravane, permettez-moi de revenir un peu sur le projet du doyen. Ah, ok. Monsieur surtout le projet Arachide, oui. La partie d'Arachide. Vous savez, aujourd'hui, moi, tout dernièrement, j'étais dans mon village, d'accord. C'est vrai, moi, je suis né et grandi à Conakry ici, je ne connais pas trop le village, mais je viens de temps en temps. Et là-bas, quand on prépare la sauce arachide, à 10 mètres, tu commences déjà à sentir l'odeur. Comprenez? Le bon goût, tu commences à sentir le goût de l'arachide. Okay. Mais à Conakry ici, quand on me prépare, quand tu dégustes la sauce arachide au village là-bas, et quand c'est à Conakry ici, tu goûtes la sauce arachide à Conakry, mais tu as l'impression que ce n'est pas arachide. Tu ne sens même pas le goût. Donc, c'est pour vous dire combien de fois... avant que ça n'arrive dans la marmite à Conakry... je ne sais pas quelle est la différence, parce qu'au village, c'est la femme, c'est elle-même qui transforme la pâte d'arachide. C'est tellement... C'est ce qu'il a dit, c'est pas mélangé avec des cailloux, hein, c'est pas, en tout cas, il n'y a pas d'autre mélange. Je ne sais pas comment est-ce que les femmes, les vendeuses à Conakry ici, comment elles parviennent à faire ça, mais c'est pour vous dire combien de fois leur projet, c'est pour vous dire combien de fois leur projet là, c'est important, parce que ça, on consomme ça directement. Et si l'alimentation n'est pas saine, n'est pas de qualité, dans ce cas, il va même de la santé publique. Oui. Donc, c'est pourquoi, moi, je mets un accent vraiment que le gouvernement, l'État, je ne sais pas si vous avez... Si vous avez tapé à la porte du ministère de l'Agriculture ou bien du ministère de l'Industrie, c'est important de partir les voir. Et aujourd'hui, avec le CNRD, ils sont ouverts à tout le monde. Ils écoutent la population. Tout à fait. Vous avez un grand projet, vraiment qui peut impacter le développement socio-économique de la Guinée. C'est important de partir voir ces deux ministères-là pour que vraiment ils puissent vous accompagner. Parce que ce que vous venez d'expliquer là, moi je pense que ça peut trouver... C'est vrai. Nous, c'est pourquoi nous, il est de notre rôle. Ça fait partie d'ailleurs
de l'initiative La Caravane Je roule pour plus de filles à l'école. Parce que quand vous regardez la différence entre la pâte d'arachide que moi je consomme au village et la pâte d'arachide qu'on vend au marché à Conakry ici, j'ai appris, je n'ai pas de preuves, mais j'ai appris qu'il y a des femmes qui mettent de la farine, ils mélangent juste pour augmenter la quantité. Oui. Et c'est parce que ces femmes-là n'ont pas eu une formation, n'ont pas eu une éducation. Il n'y a pas eu... Parce que quand la femme, elle est éduquée, je ne suis pas en train de faire des stéréotypes, une discrimination, mais la plupart, ce sont les femmes qui revendent ces pâtes d'arachide-là au marché. D'accord? Quand elles sont préparées, elles sont bien informées, je pense qu'elles... Parce que ça y va de la santé publique même. Donc, elles ne vont pas se hasarder juste pour avoir un petit profit, mettre de la pâte, mettre de la farine, ajouter juste pour avoir un petit gain. Et c'est pourquoi, quand vous prenez le long de nos routes aujourd'hui, quand il y a des embouteillages, vous voyez des jeunes filles. Des jeunes filles qui ont des plateaux, qui font le petit commerce. Vous comprenez? Alors qu'elles ont droit à aller à l'école. La constitution guinéenne dit que l'État a l'obligation de scolariser l'enfant à partir du moment où l'enfant a l'âge d'aller à l'école jusqu'à l'âge de 17 ans. Ça, c'est notre constitution qui le dit. Et c'est pourquoi nous, quand on a appris avec nos partenaires de la francophonie, de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, ils ont réalisé la caravane dans plusieurs autres pays, notamment le Sénégal, le Togo, le Bénin et la Mauritanie. Lors d'une conférence, en vidéoconférence, quand on a appris cela, l'objectif c'est pour encourager les filles à aller, c'est-à-dire c'est l'accès aux filles à l'école et leur maintien. D'accord? Donc la sensibilisation tourne autour de ça. Et lors d'une réunion, quand on a su cela, la Guinée a demandé, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a demandé à ce que cette caravane aussi puisse venir en Guinée. Et c'est pourquoi, du 10 au 14, nous avons lancé la caravane dans 5 villes de la Guinée, à savoir Conakry, Kindia, Koya, Dubreka et Mamou. Et le lancement a été fait ici au lycée-collège Dr Fassine Biavogui, où le lancement le ministre lui-même a présidé le lancement, où on a touché, en tout cas, dans l'ensemble, on a touché plus de 5000 élèves et plus de 250 enseignants qui ont été sensibilisés sur égalité filles et garçons. Vous savez, en Guinée, quand vous prenez la loi L0059 de 2019 portant Code de l'enfant en République de Guinée, dans son article 3 qui dit que tous les enfants sont égaux en droits et devoirs. Monsieur Ismaël, je vais vous poser la question aujourd'hui. Vous, à la maison, si vous avez des filles et des garçons, qui lave la maison? Qui fait les lessives à la maison? Bon, sauf que heureusement, je n'ai pas de filles à la maison. Voilà, mais si vous avez, je ne pas dire que si vous avez des filles, en tant que camarade, ce sont les filles qui font le ménage à la maison. Généralement, on confond les activités, les travaux. Alors qu'on dit que les filles et les garçons les travaux domestiques à la maison, généralement, quand même, sont exécutés par les filles. Voilà, et c'est ce qui n'est pas normal. Pourquoi les garçons ne peuvent pas le faire? Alors qu'on dit que les filles et les garçons sont égaux en droits et en devoirs. À l'école, c'est la même chose. Ce sont les filles qui balayent les classes. Ce sont les filles qui lavent les classes. Pourquoi les garçons ne peuvent pas laver les classes? Pourquoi les garçons ne peuvent pas balayer les classes? Donc, c'est ce qui a poussé afin que nous puissions venir non seulement égalité filles et garçons à l'école, mais femmes et hommes. Parce que plus souvent dans nos écoles, on a tendance à reléguer les femmes au second plan. Par exemple, si on dit, pour enseigner en 6e année, on veut choisir un bon maître, on pense toujours aux hommes. On prend toujours les femmes, on les envoie en première année ou bien en 2e année parce qu'on suppose que ces femmes-là sont moins efficaces que les hommes. Donc, la caravane, c'est pour lutter contre ces stéréotypes-là. Encourager les parents à envoyer les filles à l'école parce que, en Guinée d'abord, les femmes représentent 53% de la population guinéenne. Et en plus, c'est la femme qui s'occupe des enfants à la maison. C'est la femme qui apprend l'enfant à marcher. C'est la femme qui apprend l'enfant à prononcer les premiers mots. Si cette femme-là n'a pas une bonne éducation, si la femme-là n'est pas éduquée, comment elle peut éduquer ses enfants?
Si la femme là n'est pas allée à l'école, comment elle peut apprendre ses enfants à parler français? Comment elle peut apprendre ses enfants à lire? Comment elle peut surveiller l'enfant à la maison? Étant donné que nous, les hommes, nous sortons la plupart, c'est à 6h du matin et vous rentrez entre 23h et 0h. Donc, la femme, c'est elle qui s'occupe quotidiennement de l'enfant. Et c'est pourquoi il était important que nous puissions sensibiliser les parents. Et j'avoue que ce message-là est très bien passé parce que partout où on est passé, franchement, la population, parce que il y avait la représentation de l'APAE, mais aussi la communauté qui était représentée et qui ont fait des témoignages. Après le passage de la caravane, ils ont en tout cas promis, ils ont pris des engagements et même les autorités au niveau local, les préfets, le gouverneur étaient mobilisés pour accompagner la caravane pour que vraiment la population puisse être sensibilisée. Et les APAE, les parents d'élèves nous ont promis qu'ils vont en tout cas répercuter l'information au niveau de l'ensemble des parents pour que non seulement les filles, ils laissent les filles aller à l'école, mais aussi qu'ils se battent pour que les filles là puissent se maintenir à l'école. Parce que c'est bon, c'est facile de les amener à l'école, mais c'est encore plus difficile qu'elles se maintiennent à l'école parce que plus souvent elles quittent l'école parce qu'il y a des stéréotypes liés au genre à l'école, liés aux filles. Elles sont discriminées. On pense que les filles c'est les plus faibles. Et parfois même avec les calculs ou bien en mathématiques, si on pose une question qui est difficile, on pense que c'est les garçons qui peuvent répondre, alors qu'il y a des filles aussi qui peuvent vraiment répondre aux questions difficiles en mathématiques. Donc, c'est pour lutter contre tout ça là que nous avons vraiment lancé cette caravane-là avec vraiment des ambassadeurs. Surbank, c'était avec nous, et Hadja Idrissa Baldé aussi, qui est vraiment une activité qui s'est beaucoup battue dans ce sens-là, était aussi avec nous pour vraiment nous aider à sensibiliser non seulement les élèves, les enseignants, mais aussi les parents, pour que vraiment qu'il y ait plus de filles à l'école et que les filles vraiment soient éduquées et qu'elles puissent s'épanouir. Parce que s'il n'y a pas de discrimination à l'endroit des filles à l'école, elles ont confiance en elles, elles peuvent s'épanouir et en tout cas évoluer dans leur étude. On a pris des modèles. Quand vous prenez Général Aminata Diallo aujourd'hui, si elle avait été stigmatisée dès l'enfance, est-ce qu'elle allait avoir le courage de partir dans l'armée et d'évoluer jusqu'à aujourd'hui et être général et porte-parole même de la plus haute instance qui dirige aujourd'hui ce pays-là. Oui. Et c'est pour vous dire combien de fois aussi que le président de la République aussi, il est dans l'esprit de l'égalité entre filles et entre filles et garçons et en tout cas il se bat pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez la gouverneure de la ville de Conakry, généralement aussi là. Généralement, aujourd'hui, c'est une dame qui dirige. C'est mon espoir quand même, hein, malgré son statut. Qui dirige Conakry. Et depuis, en tout cas, on voit des actions, en tout cas, qui vont dans le sens du développement. Quand vous prenez, pour dire combien de fois aussi, le président est sensible aujourd'hui sur ces questions-là. La fille qu'il a adoptée, la fille, elle a perdu ses deux parents. Oui. Et elle est partie à l'école. Oui. Elle était partie pour faire le brevet. Elle sort le matin, elle revient trouver que tous ces deux parents-là sont retrouvés morts à la maison. Oui. Et étant sensible de ça, il a adopté la fille pour la dire que vraiment tu peux avoir, en tout cas, tu peux avoir l'espoir que tu n'es pas abandonné par la nation. Et ça contribue à mettre la fille en confiance. Et aujourd'hui, elle a évolué. Tout à fait. Donc, c'est pour vous dire combien de fois que si nous encourageons les filles, nous luttons contre les stéréotypes liés au genre à l'école, les filles aussi, elles peuvent exceller. Quand vous prenez en 2022, quand on a organisé le concours... le concours Miss Mathématiques. Oui. Il y a une fille qui s'est illustrée première en mathématiques. Et quand ils ont organisé un concours au niveau de la sous-région, qui était organisé par le Maroc, elle a été première. Et elle a eu une bourse, elle est aujourd'hui au Maroc. Je crois qu'elle doit finir cette année. C'est pour vous dire combien de fois que si nous donnons la chance aux filles, elles peuvent évoluer. Et c'est elles qui constituent le socle d'une famille. Et si elles ont une éducation, que ce soit une éducation religieuse ou bien une éducation en tout cas scientifique, elles peuvent contribuer vraiment pour aider à ce que
les enfants puissent vraiment être... Elles peuvent contribuer si et seulement si elles sont dotées d'une certaine connaissance ou d'une certaine valeur scientifique, sociale, religieuse. En tout cas, c'est de monsieur le directeur Abdoul Gardiriba sur ce plateau. Je le disais tout à l'heure que vous avez en tout cas égrené pas mal d'activités au sein de votre service, notamment qui relève du ministère de l'enseignement universitaire et de l'alphabétisation. Il y a eu notamment la réunion du comité de pilotage IFADEM, Guinée, ça c'était le 18 novembre. Oui, cette année, nous avons planifié, pour l'année 2025, nous avons planifié 9 activités au compte du service dans notre plan d'action annuel. Et nous avons réalisé 13 activités. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 activités qu'on a réalisées de plus. Oui. Vous savez, aujourd'hui, le gouvernement signe des contrats d'objectifs et de performances pour pousser l'administration à être performante. La gestion axée sur le résultat. Ce n'est pas comme avant où on vous assigne juste des objectifs, après il n'y a pas de suivi derrière. Hier, notre département est passé à la primature pour se prêter à l'exercice d'évaluation annuelle du ministère de façon globale. Nous sommes un service rattaché du ministère et déjà, ce sont les services qui Mais c'est vous qui constituez les maillons forts, notamment. C'est ça. Donc, ce sont les services qui donnent du bon résultat au ministère. Donc, le Premier ministre a assigné une lettre de mission au ministre qui a décliné cette lettre de mission à l'ensemble des services de direction au niveau du ministère. Et nous avons en tout cas réalisé ces activités. On est allé même au-delà de ce qu'on avait prévu. On peut être dans les secrets de votre notation. Ça veut dire que... On peut être dans les secrets de votre notation. Non, pour l'instant, on est juste passé hier et il n'y a pas encore de résultats. Et j'ai suivi même le Premier ministre lors d'une intervention où il a dit que les résultats de l'évaluation des différents ministères, il va les transmettre au président de la République. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est sérieux et c'est pour vous dire combien de fois aujourd'hui l'administration, nous sommes redevables. Nous sommes redevables vis-à-vis de la population, mais aussi nous sommes redevables vis-à-vis de l'autorité qui nous a mis en place. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas juste rester en fonction parce qu'on a juste besoin de rester, mais si vous n'êtes pas performant, si vous n'avez pas de résultats, je pense que vous n'avez pas longue vie à votre place, donc c'est important. Vous avez parlé du comité de pilotage. Vous savez, de l'IFADEM, c'est une initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. On a constaté que la formation coûte très cher, parce que il y a près de 50 000 enseignants en République de Guinée. Former tous ces enseignants-là, les regrouper dans un centre, les former, ça coûte extrêmement cher parce qu'il faut penser au transport, il faut penser à la nourriture, il faut penser à leur hébergement pour ceux qui vont se déplacer de l'intérieur pour Conakry ou bien en tout cas pour l'intérieur pour la zone au niveau de la région. Le plus souvent, le calendrier est très serré même. Et sans compter aussi que vous pouvez aussi les débosser en situation de classe parce que si c'est pendant l'année scolaire, vous les formez. Donc c'est pourquoi on a misé sur cette initiative qui nous permet vraiment de former un grand nombre d'enseignants sans pour autant les débosser à distance, sans pour autant les débosser en classe. Ça fait partie même de la vision du gouvernement aujourd'hui qui est en train de vraiment de digitaliser tout le département sectoriel au niveau de la Guinée. Donc, nous, on s'est inscrit dans cette dynamique-là et c'est pourquoi l'instance supérieure de gouvernance de ce dispositif de formation à distance qui est le comité national, qu'on appelle le comité pilotage, donc qui est présidé par le ministre Jean-Paul Sedi. Et on a organisé parce que depuis 2023, on est en train de déployer ce dispositif-là pour voir, depuis ça, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché et quelles sont les solutions qu'il faut prendre pour vraiment remédier au manquement. Donc, à date par analogie, puisqu'il y a eu vraiment cette rencontre, comme c'est vous qui le dites, je vous prête le mot, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché si on mettait les deux pourcentages? Qu'est-ce qui peut primer? Pour le moment, c'est ce qui a marché, c'est ce qui peut primer parce que nous avons déployé le dispositif. Au total, on a prévu 11 livrets, c'est-à-dire 5 livrets pour l'élémentaire, 3 livrets pour le préscolaire et 3 livrets pour la formation des directeurs d'école. Aujourd'hui, tous ces livrets-là sont déjà disponibles. On a fini d'élaborer ces livrets parce qu'on avait identifié des concepteurs qui ont été formés par une expertise internationale. Et
ce qui nous reste aujourd'hui, c'est de former les tuteurs, parce que les tuteurs ont été identifiés. On a mis les tablettes à la disposition des tuteurs, on a mis près de 19 000 tablettes à la disposition des enseignants. Donc les tuteurs, c'est eux qui sont, un tuteur encadre 25 enseignants au maximum. Et les superviseurs au niveau régional, c'est eux qui supervisent le déroulement du processus. Donc, ce qui nous reste aujourd'hui, c'est de former les tuteurs et les superviseurs pour pouvoir former, pour un premier temps, 10 000 enseignants. Et ça, nous avons déjà acquis le financement. Il reste vraiment la mise à disposition des fonds pour nous permettre vraiment de déclencher l'étape là. En tout cas, nous espérons, d'ici décembre 2025, nous allons réussir à former la première vague, c'est-à-dire former les tuteurs et les superviseurs, et ensuite former la première vague de 10 000 enseignants avant décembre 2025. Et avant ça, décembre 2025. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et je sais que vous avez en tout cas la capacité d'exécuter vraiment votre calendrier. Et vous jouez un rôle extrêmement important dans l'atteinte des objectifs effectivement de votre département. Et je sais que votre ministre, M. Jean-Paul Seydi, ne dira pas donc le contraire. Alors, M. Sonomou, vous êtes là, vous êtes en compagnie de M. Joubelemou, C.C. Michel. C.C. Michel. Et vous, on a échangé d'ailleurs sur l'aspect économique ou les avantages économiques liés à ce projet-là. Qu'est-ce qu'il faut je précise que vous êtes également le point focal de l'AITA. Ok, je vous remercie très sincèrement et je suis très content d'être là ce matin. Et ce projet, c'est un projet qui est un projet très bancable. Et mon prédécesseur, on dirait, il a marché sur ma langue par rapport à la pertinence de ce projet. Monsieur Nestor a décortiqué les contours du projet. Et moi, de mon côté, je vais parler un peu de l'aspect économique du projet. Allez-y. Et c'est un projet qui va générer des emplois directs et indirects aussi. Et je vous dis, l'État ne peut pas employer tout le monde. Ça, c'est vrai. D'accord? Et quand on venait, je me rappelle un peu de ce que disaient nos mamans, celles qui travaillent avec nous. Ils disent, docteur, vraiment, nous prions et nous sommes même parfois à jeun pour que vraiment ce projet-là, pour que l'État puisse prospérer. Voilà, que ça puisse prospérer, que l'État voit ça. Parce que dans ce projet, il y a beaucoup de vie qui est beaucoup reliée à ce projet. Nous nous battons avec les moyens de bord. Mais cela ne peut pas Parce qu'une fois l'usine installée, ça va donner du travail, ça va activer les autres filières. Ça va activer. Notamment voilà, les producteurs. Ça va activer. Okay. Parce que ce projet, le côté économique, ça va faire générer vraiment des devises par rapport aux achats des matières premières que nous allons faire avec les producteurs locaux. D'accord? Et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle le côté social. Ça va améliorer la condition de vie de la population locale. D'accord? Oui. Et en plus de ça, une fois les produits sont sur le marché, non seulement le coût va baisser. Okay. D'accord? Et ce qui est prévu, l'usine pourra faire de plusieurs façons. D'accord? Il y a des petites boîtes, des grandes boîtes. C'est-à-dire qu'on n'ira plus dire maintenant, bon, on va aller prendre avec la cuillère pour mesurer, ainsi de suite. Non. Donc, il y a toutes les formes. Pour une seule consommation. Que tu veux même avec... voilà, tu veux une seule consommation, il y a ça. Tu veux pour la famille. Les provisions, voilà. Pour ceux donc, qui veulent toutes garder. Les boîtes sont fermées et scellées. Tu vois, tu prends ta boîte. Comme le disait, on n'aura plus la possibilité de faire des mélanges. Voilà, pas de mélange. La quantité de manière frauduleuse avec d'autres matières qui ne sont même pas compatibles. Voilà. Très bien. Donc, la boîte est faite, bien fermée. Le projet, sur le fond, je sais quand même, nous avons eu une lecture parce qu'une seule émission ne suffit pas pour vraiment parler de la pertinence et de l'importance, n'est-ce pas, ça même de cette émission. De ce jour. Mais les démarches administratives qui ont eu lieu, pour le moment, dès que vous avez eu ce projet, après sa rédaction, parce que la rédaction d'un projet est issue de toutes les études, de tous les paramètres, c'est-à-dire, on a quand même épluché pas mal de choses ici, auxquelles on ne peut pas se passer dans la réalisation et la concrétisation d'un tel projet. Mais au final,
c'est les démarches administratives. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens et quels ont été les résultats? Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je ne parle pas du côté de Conakry, mais du côté régional. Les autorités régionales, préfectorales sont partants depuis 2022. Depuis 2022, nous sommes en 2025, le projet est couché. À Zérékouré? À Zérékouré. Formidable. Quand je dis formidable, ça veut dire que c'est... Qu'est-ce que je vais vous dire? C'est très malheureux. Je vois les autorités qui sont là-bas parfois, ils nous disent il faut tirer la copie du projet, tu mets la lettre. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez... Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas frappé à la bonne porte? Parce qu'un tel projet ne peut pas quand même se régler au plan régional quand même. Les autorités sont là. C'est la phase de la réalisation où on doit saisir. Je suis d'accord avec vos liens que vous pouvez effectivement aller, mais ce n'est pas eux qui ont la clé de la solution. La clé de la solution, c'est au département. Et qu'est-ce qui vous a empêché de vous déplacer pour venir jusqu'à Conakry? Parce que là, quand même, il y a des directions, il y a différentes directions, effectivement, qui sont là au niveau du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Est-ce que vous avez quand même tenté une seule fois de rencontrer vraiment ces responsables-là? C'est pourquoi j'ai dit. Ok. Les gens nous disent il y a une émission ministérielle qui vient, 2 à 3. Donnez-nous la copie. Dès qu'ils viennent, on va les remettre. Ils vont remettre directement au président de la bulle. 4 fois, 3 fois, on le fait. Mais je n'ai jamais eu d'appel pour me dire le projet est là. C'est après. Maintenant, vous êtes là, on est à 2 minutes parce que vous allez revenir dans cette émission. On est à 2 minutes de la fin. Si vous êtes là, c'est que le projet est conçu, le projet existe. Et on n'est pas allé au bout des sujets de M. Ba. Mais est-ce que vous pouvez passer le numéro? Parce que vous êtes là, c'est pour rencontrer le ministre de tutelle, mais également le chef de l'État, afin de trouver une issue favorable à ce projet. Pour que ce projet-là se concrétise, parce que non seulement ça va nous mettre à l'abri des qualités, ça va nous mettre également, ça va nous aider à créer ce qu'on appelle de l'emploi, mais aussi à générer des fonds. C'est cela. Alors, passez le numéro. J'ai 627. 627. Je sais que le protocole du département 627, oui. 86. 86, oui. 68. 68, oui. 14. 14. Donc 627, 86, 68, 14. Merci. C'est le numéro de M. Nestor. Il est porteur effectivement de ce projet, mais qui n'a pas d'aide, qui n'a aucun sou. Il est en train effectivement de se battre. Il a la volonté, mais il n'a rien. Il vient donc de Zérékouré. C'est dans l'intention de rencontrer le président de la République, de rencontrer les autorités compétentes afin que ce projet-là puisse voir le jour. Et à date, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que, c'est-à-dire il y a un domaine qui est même obtenu pour effectivement l'installation de ce projet. Toutes les études ont été faites. Le message de fin. Merci. Je remercie la télévision guinéenne. Vous n'avez que 30 secondes. Oui. Et je remercie Ismaël. Oui. C'est un devoir. Et je remercie le gouvernement guinéen, à travers son président, le général Mamadou Doumbouya, par rapport à ces efforts. Oui. Nous le demandons humblement, avec plaidoyer, de nous regarder, de nous aider à financer ce projet. Le projet, 70% c'est des femmes. Oui. C'est les femmes. Les 30% c'est les hommes. Les détenteurs des moulins, c'est les hommes. Mais la vente de la pâte d'arachide, c'est les femmes. C'est les femmes. Tous les villages de la Guinée forestière, tu trouverais au moins 1 à 4 femmes détaillantes. Celles qui viennent se ravitailler au niveau des moulins et se retourner au village. Donc vraiment, je le demande humblement de nous aider. Et je vous remercie. Alors, c'était donc le message de M. Sonomou Nestor à l'endroit du président de la République, le 627 86 68 14. Le ministère en charge du commerce, de l'industrie et des PME devrait s'en approprier de ce projet pour pouvoir effectivement accompagner et booster nos concitoyens à l'intérieur du pays qui ont des initiatives effectivement qui collent avec la vision du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya.
Monsieur Ba, votre retour de Dakar, on va donc éplucher les autres sujets parce que je sais quand même que vous avez beaucoup de choses à dire. Et nous allons inviter Aminata Diassi pour la prochaine fois, puisque là, elle aura des choses effectivement à démontrer sur l'instrumental. Mais avant donc de terminer, il y a ma caméra Ouman qui a 1 an de plus aujourd'hui, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire, santé, prospérité. Son nom, c'est Aminata Kourouma, caméra Ouman, ici même à la maison service caméra. Elle a donc parcouru presque la radio, la télé. Elle est en tout cas un peu partout. Bravo à elle. Une fois encore, Aminata Kourouma, joyeux anniversaire à toi, santé, prospérité, et beaucoup d'argent et un bon mari à défaut d'Ismaël. Voilà, une fois encore, mesdames et messieurs, c'était l'essentiel de ce numéro de l'émission Zénith Sud Coloma. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de ce numéro de l'émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres invités et d'autres sujets brûlants dans une dimension purement culturelle, sociale. Passez un agréable moment en compagnie des programmes de la télévision nationale. Au revoir.